Aujourd'hui, je voudrais parler de la notion de travail dans le contexte moderne et plus précisément dans le contexte de la philosophie des Lumières tel qu'il va se déployer chez Kant dans la troisième proposition de l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. C'est un texte qu'on a déjà rencontré euh, dans le cadre du cours sur la justice et le droit. Il me semble qu'on avait vu la quatrième proposition. C'est le texte qui précède. La quatrième proposition, c'était le texte célèbre de Kant sur l'insociable sociabilité, où il explique qu'il y a deux tendances en l'être humain. Une tendance à se séparer de nos semblables parce qu'on ne peut pas les supporter, et une tendance à se rapprocher d'eux parce que sans eux, on se sent moins humain. Et donc, parce que nous sommes mal à l'aise en la présence de nos semblables, nous voulons les dépasser, nous entrons une relation de rivalité avec eux, et c'est ce qui cause notre perfectionnement. Alors, je vais revenir au texte qui précède en fait celui-là. Le texte de la troisième proposition, je vais le lire, le mettre dans un contexte. J'aimerais bien que vous vous taisiez, que vous vous concentriez un petit peu. Euh, le mettre dans un contexte religieux et historique. La nature a voulu que l'homme tire entièrement de lui-même tout ce qui dépasse l'agencement mécanique de son existence animale et qu'il ne participe à aucun autre bonheur ou à aucune autre perfection que ceux qu'il s'est créés lui-même, libre de l'instinct, par sa propre raison. La nature, en effet, ne fait rien en vain et n'est pas prodigue dans l'usage des moyens qui lui permettent de parvenir à ses fins. Donner à l'homme la raison et la liberté du vouloir qui se fondent sur cette raison, c'est déjà une indication claire de son dessein, ou dessein de la nature, en ce qui concerne la dotation de l'homme. L'homme ne doit donc pas être dirigé par l'instinct, ce n'est pas une connaissance innée qui doit assurer son instruction, il doit bien plutôt tirer tout de lui-même. Ça vous rappelle quelqu'un? Non. Pascal? Absolument. Il y a des connotations pascaliennes dans ce texte. L'homme n'est pas guidé par son instinct, il doit tirer son instruction davantage de sa raison et de lui-même. La découverte d'aliments, l'invention des moyens de se couvrir et de pourvoir à sa sécurité et à sa défense, pour cela la nature ne lui a donné ni les cornes du taureau, ni les griffes du lion, ni les crocs du chien, mais seulement les mains. Tous les divertissements qui peuvent rendre la vie agréable, même son intelligence et sa prudence, et aussi bien la bonté de son vouloir, doivent être entièrement son œuvre. La nature semble même avoir trouvé du plaisir à être la plus économe possible. Elle a mesuré la dotation animale des hommes si court et si juste, pour les besoins si grands d'une existence commençante, que c'est comme si elle voulait que l'homme dût parvenir par son travail à s'élever de la plus grande rudesse d'autrefois à la plus grande habileté, à la perfection intérieure de son mode de pensée, et par là, autant qu'il est possible sur terre, au bonheur, et qu'il dut ainsi en avoir tout seul le mérite, et n'en être redevable qu'à lui-même. C'est aussi comme si elle tenait plus à ce qu'il parvint à l'estime raisonnable de soi qu'au bien-être, c'est-à-dire qu'au bonheur. Alors, je vais commencer par mettre le texte dans son contexte, on va dire, historico-religieux. Il y a, pour qui est attentif à ça, des connotations protestantes dans le texte de Pascal. Quelle est la raison théologique, la raison religieuse
de la rupture entre ce qu'on va appeler la religion réformée, les protestants, et le catholicisme, ce qui va donner lieu aux guerres de religion en Europe. Quelle est la raison fondamentale pour laquelle le protestantisme se sépare du catholicisme? C'est la question de la grâce, c'est-à-dire le salut des âmes. Alors c'est une question qui nous semble lointaine aujourd'hui parce que nos sociétés sont déchristianisées. Quasiment, enfin, plus grand monde ne pratique la religion chrétienne en Europe. La question qui va occuper tout le monde du Moyen Âge au XVIIIe siècle, c'est: est-ce que mon âme va brûler en enfer? Okay. Et toutes les activités humaines sont orientées, ou en tout cas à l'horizon de ces activités humaines, il y a la question du salut de l'âme. Serais-je sauvé par Dieu le jour de l'Apocalypse, le jour du jugement dernier? La doctrine catholique consiste à dire, en tout cas consistait à dire, que Dieu décide, et seul Dieu décide, qui sera sauvé. Quelles âmes seront sauvées, et il le sait de toute éternité. Le salut est un don de Dieu. Les protestants vont être... Je ne sais pas si vous avez eu un cours sur les guerres de religion, sur ces questions-là, sur la Renaissance, il me semble. Les protestants vont... enfin, Luther, plus exactement, va s'indigner de l'hypocrisie du Vatican, qui propose ce qu'on va appeler des indulgences. Comment ça se présente? De manière très schématique, vous envoyez un gros chèque au Vatican et le pape vous garantit plus ou moins votre place au paradis. Et ça, les protestants ne vont pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que c'est par les œuvres, c'est-à-dire par nos actions charitables, par la bonté morale de nos actions, que nous rachetons le péché originel. Et donc, au cœur de l'éthique protestante, il y a la valeur du sacrifice personnel et du travail. Alors, le père de la sociologie allemande, Max Weber, vous en avez certainement entendu parler en SES, sur la question de l'État, notamment, de l'organisation bureaucratique. C'est le grand sociologue de l'État. Max Weber va donc écrire un livre qui fera vraiment date, c'est le protestantisme, pardon, le capitalisme et l'éthique du protestantisme. Le capitalisme et l'éthique du protestantisme. Quelle est la thèse de Weber? L'éthique du protestantisme. Le capitalisme
et l'éthique du protestantisme. Quelle est la thèse que défend Weber dans ce livre? C'est que la raison pour laquelle le capitalisme est né en Europe du Nord, Allemagne, Provinces-Unies, c'est-à-dire les ancêtres du Pays-Bas, Angleterre, la raison pour laquelle le capitalisme est né en Europe du Nord et pas dans l'Europe du Sud, c'est que l'Europe du Nord a été structurée par l'éthique protestante, qui repose sur l'épargne, donc la prévoyance, le travail, donc le sens du sacrifice, et la promesse de l'élévation sociale. Alors, il y a une objection évidente qu'on peut faire à Weber, mais à mon avis, elle n'est pas fondamentale. C'est que le capitalisme n'est pas né en Europe du Nord. Il est né où? Non, non, réfléchissez un peu. Oui? Non. Non, 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 non. De Max Weber. Il n'est pas né en Europe du Nord. Donc s'il n'est pas né en Europe du Nord, il est né en Europe du... Merci. Où ça? Non. Oui. Quand? Mais non. Les premiers banquiers. Une pièce de Shakespeare qui s'appelle Le banquier de... Oui, mais pas que. Non, justement. Justement, non. C'est vrai à Venise, mais c'est pas vrai à Florence, par exemple, qui est le principal banquier de Florence. À l'époque de la Renaissance, il va donner une reine à la France. Cette famille va donner une reine à la France. Cette reine s'appelle Catherine de... Mais non, pas Catherine Deneuve, bourricot. Catherine de... Mais... Merci, les Médici. Catherine de Médicis. Les Médicis, bah, ils sont pas juifs du tout. Hein. Ils sont catholiques comme ce n'est pas permis. Donc, ce qu'on peut objecter à Weber, c'est que le capitalisme est né. Il est né en Italie, et pas n'importe laquelle, l'Italie très catholique de la Renaissance. Il est né à Florence, il est né à Venise. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi le capitalisme est né en Italie et pas ailleurs? Pas économique, non. La géographie, c'est le destin. La plupart des analystes de la CIA sont des géographes. C'est des types qui ont fait de la géographie, qui font de la géostratégie ensuite et qui deviennent analystes pour la CIA après. Ils font de la prospective économique, ils font du renseignement économique. Bref, pour cela, il faut étudier la géographie. Pourquoi l'Italie est-elle la patrie du capitalisme? Parce qu'il contrôle la Méditerranée, enfin, parce que ce pays est en situation de contrôler militairement la Méditerranée. Et qu'est-ce qu'il y a à l'est de la Méditerranée? Non. Oui. Et le Moyen-Orient, c'est la porte vers quoi? Oui. Vers la Chine, vers le thé, vers le poivre, vers toutes les épices en fait, et vers la soie. Exactement. Donc, l'Italie donne naissance au capitalisme, mais on ne peut pas dire qu'il élève cet enfant, puisque effectivement, le capitalisme va se développer pour le coup en Europe du Nord, et pas dans le Sud. Okay. Donc, si le capitalisme prend naissance
en Italie, en fait, le gros de la machine capitalistique va se trouver en Europe du Nord. Que nous dit Kant dans ce texte? Kant nous dit que la nature a été extraordinairement chiche avec la nature humaine, avec l'être humain. Elle a été, je ne dirais pas rapia, mais elle a été extraordinairement économe. C'est Kant qui dit ça. Donc la nature est protestante. Et c'est ce qui a poussé l'être humain à devoir tout acquérir par le travail. C'est le travail sur soi qui va façonner l'être humain, qui va humaniser l'humanité. Sans l'économie de la nature, l'être humain serait un animal parmi d'autres. C'est parce que la nature nous a moins bien dotés que d'autres animaux que nous avons développé toutes nos facultés qui nous permettent de devenir des êtres moraux. Donc en fait, l'être humain doit tout tirer de son travail. Il est sa propre créature, sa propre création. Bon. Il y avait déjà ça dans le texte de Descartes, si vous vous souvenez. Pour le dire encore plus simplement, sa nature est culture. Sa nature est culture. Et essentiellement culture. Alors, on mesure le fossé qu'il y a entre la modernité, Jonathan, on mesure le fossé qu'il y a entre ce texte, qui est un texte très clairement inscrit dans la modernité, et la pensée antique. Les anciens considèrent que le travail, c'est bon pour les esclaves. Et qu'en particulier, le travail manuel abrutit l'être humain, le pousse vers la bêtise et l'empêche de se consacrer aux activités les plus nobles, à savoir la philosophie et la politique. Les modernes pensent exactement le contraire. Ouais. Les modernes vont penser que le travail anoblit l'homme. Anoblit. Ça les rend nobles. Ça rend l'être humain noble. Et en particulier le travail manuel. Je relis le texte. Pour cela, la nature ne lui a donné, c'est-à-dire n'a donné à l'être humain, ni les cornes du taureau, ni les griffes du lion, ni les crocs du chien, mais seulement les mains. Mais seulement les mains. Et il va y avoir, à l'époque des Lumières, une réhabilitation du travail manuel. Ce qui vous explique que Louis XVI, de manière assez fameuse, se consacrait à la serrurerie quand il avait un peu de temps libre. Il faisait des clés. C'est-à-dire un boulot d'artisan
le boulot d'artisan le plus, alors assez noble, il faut dire, mais quand même très manuel, quoi, très technique. Plus fondamentalement encore, Kant va faire de la pensée un travail. Il fait de la pensée et de la raison un travail, puisque pour Kant, penser, ce n'est pas contempler, ce n'est pas contempler la vérité. La pensée n'est pas quelque chose de passif, une faculté passive. Penser, c'est produire, c'est construire des concepts. Des concepts. Alors, une petite remarque, avant d'en terminer avec Kant, une petite remarque sur les anciens. Tous les anciens méprisent le travail manuel. Sauf, il y a une exception qui confirme la règle, et ça va vous sembler étrange, vu ce qu'on a lu la dernière fois. Tous les anciens méprisent le travail manuel, sauf Aristote. Aristote qui pourtant défend la nécessité de l'esclavage. Bah oui, vous étiez là, non, au dernier cours? Ah, ils étaient en train de travailler. Euh, Aristote, donc je posterai la vidéo sur Aristote ce week-end. Aristote, qui pourtant défend la nécessité de l'esclavage, va avoir de la considération pour les artisans. Pourquoi? Parce que les artisans sont des hommes du savoir-faire, et souvent, il vaut mieux ce type d'homme à la tête de l'État que des aristocrates oisifs qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Pourquoi? Parce que l'artisan est un homme d'expérience, il est confronté à la matière en permanence, donc il connaît le particulier, et il vaut mieux ça qu'un philosophe perdu dans le ciel des idées. Il vaut mieux ça qu'un Platon pour Aristote. Alors, que nous dit Kant? Conclusion de bilan de ce texte. Que nous dit Kant? Kant nous dit que c'est par le travail, Ibrahim, que c'est par le travail que l'être humain va extérioriser sa conscience et par là prendre conscience de lui-même. C'est par le travail qu'il va extérioriser sa conscience et donc prendre conscience de lui-même. Que l'être humain extériorise sa conscience dans des objets qu'il crée, et c'est comme cela qu'il va prendre conscience de lui-même, en créant le monde à son image. Alors, c'est une idée qui va avoir une grande fortune, c'est-à-dire qui va inspirer beaucoup de philosophes, de nombreux philosophes allemands d'ailleurs, au XIXe siècle, en particulier Hegel et Marx. Je voudrais vous parler d'un passage célèbre d'un texte de Hegel qui s'appelle La phénoménologie de l'esprit, qui s'appelle La dialectique du maître et de l'esclave. La dialectique du maître et de l'esclave. Okay. Donc Hegel, H-E-G-E-L,
Phénoménologie, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Phénoménologie de l'esprit. Phénoménologie de l'esprit. Et c'est le texte euh, Hegel, H-E-G-E-L. Phénoménologie de l'esprit, c'est le texte consacré à la dialectique du maître et de l'esclave. Donc je vais vous expliquer tout ça. Qu'est-ce que c'est que la phénoménologie? La phénoménologie, c'est le discours philosophique qui montre comment une chose, ou une réalité de tout ordre, se manifeste se met à exister de manière phénoménale, c'est-à-dire comme un phénomène. Donc, en fait, dans la phénoménologie de l'esprit, Hegel se demande comment l'esprit se manifeste, se réalise. Donc, c'est en quelque sorte une histoire de la conscience. Et le texte de la dialectique du maître et de l'esclave est au début de la phénoménologie de l'esprit, plutôt dans le premier cas. Qu'est-ce que c'est que la dialectique du maître et de l'esclave? Hegel dit que le premier obstacle que rencontre la conscience humaine, c'est la mort. Pardon? C'est le? Oui, enfin, c'est la conscience de la mort, c'est quand même le premier obstacle que rencontre une conscience qui devient pleinement elle-même, quoi. Donc, face à l'éventualité de la mort, dit Hegel, il y a deux possibilités. Soit le déni, le refus de la peur de la mort, soit la peur. La première forme de conscience, Hegel va lui donner le nom de maître. Okay. Le maître, c'est celui qui va ne pas voir la mort et donc ne pas l'affronter. Il n'a pas peur de la mort. Et l'esclave, Jonathan, je préférais largement quand vous étiez plus près de moi. Non, je ne vais pas vous déplacer maintenant, mais ça sera systématique à partir de maintenant. Et l'esclave, c'est celui qui va reculer face à l'éventualité de la mort, qui va avoir peur. Naturellement, le maître, qui n'a pas peur de la mort, domine l'esclave, qui en a peur. Ça, c'est le premier temps du récit. Le deuxième temps, c'est le travail de l'esclave. Le maître va mettre l'esclave à son service, l'esclave va se mettre à travailler. Or, qu'est-ce que c'est que le travail pour un esclave? Le travail, c'est la manipulation de la matière. C'est le pouvoir de vie et de mort sur la matière. L'esclave crée et l'esclave détruit. L'esclave va façonner le monde du maître.
Et en travaillant, l'esclave va continuer à regarder la mort en face, mais il va maîtriser sa peur. Il va surmonter sa peur. Alors que le maître, lui, va continuer à ignorer la mort. Donc, pour Hegel, par le travail, la conscience de l'esclave s'enrichit, alors que celle du maître qui ne travaille pas reste ce qu'elle est, reste inchangée, stagne, et au fond n'apprend rien. Troisième moment du récit. L'esclave a maîtrisé la peur de la mort, alors que le maître s'est contenté de l'ignorer. Et il va devenir le maître de son maître. L'esclave va devenir le maître de son maître. Et pour Hegel, ce n'est pas un hasard, c'est une nécessité. Si le stoïcisme, STO, I-tréma, CISME, le stoïcisme, est une pensée formulée à Rome par un esclave qui s'appelle Épictète. Et ça va devenir la pensée officielle, si vous voulez, de la République et aussi de l'Empire romain. Toutes les élites romaines vont se convertir au stoïcisme. L'esclave maîtrise intellectuellement son ancien maître. Et Hegel va voir dans le christianisme exactement le même phénomène. Comment meurt Jésus? Crucifié, c'est le supplice qu'on réserve aux esclaves qui se révoltent. Bien, le christianisme, le symbole de la croix, va devenir en fait la religion officielle de l'Empire romain, de ceux qui l'ont mis en croix. L'esclave se rend maître de son maître. C'est ça que Hegel appelle une dialectique. Qu'est-ce que c'est qu'une dialectique? Une dialectique, c'est l'opposition entre deux termes, entre deux camps, l'opposition entre deux termes, qui va être surmontée dans un troisième terme, nouveau. Un troisième terme qui va apporter une nouveauté par rapport aux deux anciens. Typiquement, peur de la mort, ignorance de la mort, maîtrise de la peur de la mort. Celui qui va faire de la dialectique le moteur de l'histoire, c'est Marx, évidemment. La lutte des classes, c'est l'opposition entre la bourgeoisie capitaliste et le prolétariat. Mais la résolution de la lutte des classes, le troisième terme de la dialectique, c'est une société sans classe. Une société où plus personne n'appartiendrait à une classe sociale,
où toutes les classes sociales, d'une certaine manière, auraient fusionné dans la classe des travailleurs. Alors justement, le dernier texte que je veux aborder est un texte de Marx, toujours tiré des manuscrits de 1844. Karl Marx, manuscrit de 44. Et c'est à nouveau un texte sur l'aliénation. C'est pas le texte sur la religion qui serait l'opium des peuples, mais ça y ressemble. Alors, je lis le texte, et normalement vous devez vous y retrouver. Nous partons d'un fait économique actuel. L'ouvrier devient d'autant plus pauvre qu'il produit plus de richesses, que sa production croît en puissance et en volume. L'ouvrier devient une marchandise au prix d'autant plus bas qu'il crée plus de marchandises. La dévalorisation du monde humain, la dévalorisation du monde humain va de pair avec la mise en valeur du monde matériel. Le travail ne produit pas seulement des marchandises, il se produit lui-même ainsi que l'ouvrier comme une marchandise dans la mesure où il produit des marchandises en général. Ce fait n'exprime rien d'autre que ceci: l'objet que le travail produit, son produit, se dresse devant lui comme un être étranger, comme une puissance indépendante du producteur. Alors, je finirai ce texte-là avec vos camarades. Ensuite, ce que je ferai, jusqu'au bac blanc, je pense, vous soumettre de manière régulière, toutes les heures ou toutes les 2 heures, des sujets de dissertation et éventuellement des textes pour l'entraînement. Voilà. Bon après-midi.